Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle journée. Comment gérer les mésententes entre votre partenaire et votre famille? C'est la thématique que nous abordons aujourd'hui avec Jacques Christian Wessou. Il est sociologue mais également consultant en orientation scolaire et professionnelle. À la technique, Julie Keke en direct avec vous, Mirabelle Labité. Bienvenue à toutes et à tous. Monsieur Wessou, bonsoir, comment vous allez? Bonsoir, je vais très bien. Et cher ami, bonsoir. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver une fois encore pour pouvoir être mieux édifiés. C'est ça, hein? Plaisir partagé. Alors, comment gérer les mésententes entre votre partenaire et votre famille? C'est la thématique que nous abordons ce soir. Quand on veut parler du partenaire, donc c'est dans un couple. Ça veut dire que on a deux personnes qui ont une relation. Et dans cette relation, chacun a sa place. Chacun est venu avec son histoire. Chacun est venu avec son affectivité. Chacun est venu avec son attachement. Donc, il y a déjà une autre réalité qui émane des deux pour former le couple. Et donc, le partenaire est membre de la réalité que les deux ont créée, c'est-à-dire est membre du couple. Si nous sommes d'accord sur la définition, on peut dire donc que la relation entre la famille d'une partie du couple est définie par le couple. Autrement dit, lorsqu'un partenaire du couple veut interagir avec les membres de la famille de l'autre, c'est à la lumière de ce que le partenaire avait déjà donné comme information, comme respect ou comme considération pour sa famille en rentrant dans cette relation de couple que le partenaire va pouvoir considérer ou rendre à sa famille. Je ne sais pas si je me suis fait bien clair. Autrement dit, le couple, donc les partenaires du couple interagissent avec les parents des uns et des autres à l'aune de ce que le partenaire a donné réciproquement dans le couple. D'accord. C'est pour dire que l'opinion que votre famille a de votre partenaire dépend de ce que vous leur avez dit. Par exemple, c'est ça? L'opinion que vous avez de la famille de votre partenaire dépend de ce que le partenaire, membre de cette famille, vous avait dit. Alors, si nous sommes d'accord que l'opinion que vous avez de la famille d'où votre partenaire provient, c'est ce que votre partenaire même vous a déjà livré comme information sur la famille, la manière dont vous allez rentrer en interaction avec cette famille dépendra donc de ce que le partenaire a déjà dit. Voilà pourquoi, lorsque vous voulez interagir avec la famille de votre partenaire et c'est dans une situation de crise, le comportement que vous avez dépend de la qualité de la relation que votre partenaire vous avait laissé projeter sur ses propres parents. Exemple, Jean, je ne vais pas nommer, Tantampion, par exemple, est un garçon, est entré en couple avec Tantampion. Donc on prend Tantampion et Tantampion, pour ne pas écorcher quelqu'un. Tantampion a dit à Tantampion, ben écoutez, moi j'aime pas ma maman, hein. Écoutez, je ne l'aime pas du tout parce que quand j'étais enfant, elle ne m'a pas donné d'affection, je ne suis pas trop proche d'elle. L'avait dit. Mais mon père, parce que mon père a laissé ma mère, je ne veux même pas rentrer dans ce conflit. Je ne les connais même pas. Je ne sais même pas qui sont ses frères et sœurs. Même si on se connaît, on ne se parle pas. Et Tantampion avait déjà donné ses indices à Tantampion. Alors, un jour, Tantampion, étant avec Tantampion, il y a la maman qui est venue et puis de l'action à des réactions, il y a eu un conflit et on devrait aborder ce conflit et régler. Tantampion va se positionner devant la mère de Tantampion, pas comme une fille qui vient épouser son garçon, mais comme une
fille, donc une personne qui vient défendre son partenaire devant sa mère. Autrement dit, l'image que Tantan Pion, qu'on a pris comme exemple, va refléter à sa mère en même temps, c'est l'image de quelqu'un qui veut régler un compte que le garçon qui est son propre fils n'a pas pu régler. Ce qui va faire que la maman va voir que c'est de l'irrespect que de lui parler de telle manière, ce n'est pas bon de faire ceci, ce n'est pas bon de faire cela. Et en ce moment-là, si le garçon a compris ce qui se passe, il pouvait se reprendre et chercher à corriger pour que sa maman puisse être reconsidérée par sa compagne. Mais s'il ne le sait pas, ça va aller loin et ça va faire séparer encore les parents de telle sorte que les parents n'auront jamais la chance de rencontrer leur enfant et de garder toujours cette famille et profiter de la joie de grands-parents. Parce que, entre-temps, l'histoire que le garçon a amenée dans le couple, partagée avec la fille qui est son compagnon, qui est sa compagne maintenant, a reflété, a donné naissance à une relation d'inimitié entre les parents et le couple. Et quand ça se passe comme ça, quand la situation elle est telle que vous venez de la décrire, qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est de savoir ce qui se passe. Lorsque vous ne comprenez pas ce qui se passe, vous ne pouvez pas agir. Vous ne pouvez même pas réagir pour pouvoir corriger quelque chose. Voilà pourquoi quand ça se passe comme ça, immédiatement, il va falloir que le partenaire dont les parents sont en conflit avec l'autre partenaire du couple cherche à savoir d'abord comment il a montré ou elle a montré ses parents et quelle image il avait donné de ses parents à son partenaire ou à sa partenaire qui est en train de réagir négativement. Et quand on fait le brainstorming de comment on a tissé la relation et comment on a parlé de ses parents, on prend maintenant la décision de corriger, de réparer l'erreur qu'on a déjà commise au départ. En se positionnant maintenant comme la personne qui défend les parents. Et là, tout en défendant les parents, on essaie d'expliquer à la compagne ou au compagnon que, attention, là, il faut respecter parce que c'est ma famille, c'est important pour que je protège mon père, c'est important que ma mère ait sa place chez moi, donc tu ne dois pas manquer de respect à mes parents et tu expliques ça tout en comprenant ton partenaire. Là, il faut être vraiment bienveillant. Parce que quand tu as compris que c'est toi-même qui as donné les outils nécessaires pour que elle ou il puisse avoir ce comportement, donc tout en comprenant que c'est toi qui as donné les outils, tu désinstalles ce que tu avais déjà installé et tu es au milieu des deux pour jouer à celui qui fait de la conciliation pour que les relations positives puissent encore reprendre de plus belle. Et quand c'est dans l'autre sens, c'est peut-être pas maladresse, hein, en échangeant peut-être avec votre mère ou avec votre père ou avec votre frère ou votre soeur, vous avez eu à évoquer peut-être un passé pas trop rose de votre partenaire devant la famille en question. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, dans ce cas, vous voyez que c'est pratiquement le même schéma, hein, parce que l'autre, c'est-à-dire les parents, vont aborder votre partenaire avec les informations que eux ils ont de votre partenaire. Et ça peut créer de l'inimitié. Donc, si vous, dans tous les cas, il faut reconnaître d'abord, le partenaire qui est au milieu doit reconnaître d'abord que c'est lui-même, ou que si c'est la femme, que c'est elle-même qui a donné ce qu'il faut comme information pour que la condition de conflit puisse s'installer. Sans information, il n'y a pas de problème. Mais parce que j'ai donné l'information, la condition s'installe. Dès que tu reconnais que c'est toi-même qui as donné les outils pour que ça puisse s'installer comme ça, tu dois encore te raviser pour venir corriger. Si c'est la même personne qui a donné l'information, qui revient défendre, on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà.
Je suis en train de protéger la personne et voilà que c'est la personne même qui vient encore défendre ce que je protège. Et si tu comprends que c'est toi qui as commencé et tu veux désinstaller, tu dois être bienveillant, tu dois comprendre la personne et tu dois utiliser les mots justes pour pouvoir le faire. Alors, si il n'y a pas d'antécédent, il n'y a aucune situation particulière et que vous décidez pour une première fois ou pour un début de créer le contact entre votre partenaire et vos proches. Mais là, il n'y a pas d'antécédent, c'est peut-être une nouvelle relation, on n'a rien dit de bizarre sur telle partie et tout de suite, c'est le premier contact. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que cette première rencontre se passe bien? La première des choses, c'est de ne pas beaucoup parler. Parce que vous savez, quand vous parlez trop, vous pouvez laisser transparaître vos faiblesses. Et la deuxième chose, c'est d'éviter d'avoir des idées préconçues. Surtout si c'est une relation que vous voulez vraiment nourrir pour aller loin avec, vous devez éviter d'interpréter les comportements des parents de votre partenaire. Parce que demain, ceci peut déteindre négativement sur vos perceptions de leur action ou de leur réaction par rapport à un fait que vous aurez à avoir. Donc, il faut éviter de croire des choses. Il faut comprendre. Il faut être simple. Il faut considérer les choses. Il faut considérer les faits comme réels dans leur simplicité. Il ne faut pas lever la réflexion. Il ne faut pas réfléchir en quelque sorte. Il faut y aller tout simplement, sans trop bavarder. Mieux, il faut comprendre que la perception que nous avons de l'autre dépend toujours de l'information que nous avons de son histoire. L'histoire de l'autre nous permet d'avoir une perception sur son futur et sur ses réactions peut-être futures. Donc, si c'est la première fois que vous vous voyez, la première fois que vous voulez rencontrer les parents, il faut éviter au maximum de bavarder. Il faut écouter beaucoup et répondre juste à ce qu'il faut dire. Essayer de se protéger, d'observer beaucoup et de ne pas avoir des perceptions sur des comportements ou des paroles qui seront extériorisées lors de cette rencontre. D'accord. Pour cette première rencontre, est-ce qu'on est obligé de venir avec des présents? Ça dépend. De quoi? Ça dépend. Si le couple a déjà d'informations, parce que c'est là, les deux partenaires forcément se sont parlé. L'autre a dit mon père aime telle chose, ma mère aime telle chose. Et là, le couple vient rencontrer le parent d'un des partenaires. On peut dire, on peut venir avec quelque chose qu'on a déjà à l'idée que l'autre peut aimer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui est allé rencontrer avec une bouteille de vin. Parce qu'en temps, la fille a dit, mon papa aime bien prendre du vin. Et donc, en venant, les deux sont venus, mais il y a une bouteille de vin qui est là. On dit, bon, c'est pour papa. Alors, parfois, on se rend compte que des deux personnes se mettent ensemble parce que ces deux personnes, elles s'aiment réellement. Elles ont envie de construire un futur ensemble. Mais peut-être parce que tel membre de la famille d'un des partenaires, ou même des deux côtés, ne partagent pas forcément ce point de vue. Mais les deux peut-être ont insisté et sont quand même restés ensemble. Mais ça continue. Peut-être c'est une sœur ou un frère qui n'aime pas trop la belle-sœur ou le beau-frère, je ne sais pas. Ou encore c'est peut-être la belle-mère ou encore le beau-père qui ne supporte pas la belle-fille ou le beau-fils. Et du coup, le partenaire qui se trouve au milieu se sent un peu tiraillé des deux côtés. Parce que peut-être l'autre se dit ta famille ne m'aime pas. Et peut-être celui qui est au milieu se dit, essaie de montrer justement à sa partenaire, hein, prenant le cas peut-être d'un homme qui est dans la situation, il essaie de montrer à sa partenaire que non, c'est pas le cas. Et la femme en question a l'impression que il défend sa famille. Et de l'autre côté également, quand peut-être c'est sa famille qui n'aime pas sa femme, le monsieur essaie de tout faire pour que ça change, mais la famille de l'autre côté se dit non, tu ne nous aimes pas, tu préfères ta femme. C'est des situations qui arrivent souvent. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Vous savez, dans cette situation-là, il faut savoir
quels sont les attachements de part et d'autre. Et vous savez, j'ai défini tout à l'heure le couple comme deux personnes qui viennent avec leur affectivité de part et d'autre, leur attachement de part et d'autre, leur blessure de part et d'autre. Donc, les perceptions qui créent après des conflits dépendent de quel type d'attachement le partenaire avait ou bien quelles sont ses blessures. Donc, en ce moment-là, on ne peut pas refuser que ça n'arrive. Ça peut arriver, ça doit arriver. C'est la manière dont c'est géré qui permet à la famille, au couple de continuer de bien vivre ou bien d'aller jusqu'à la séparation. Et généralement, il faut faire l'effort. Si on n'y arrive pas, il faut trouver quelqu'un capable d'aider parce que c'est là où il faut trouver un spécialiste. Et c'est d'ailleurs là que c'est important d'aller vers les conseillers conjugaux ou bien ceux qui sont capables de faire de la médiation pour vous aider à comprendre votre attachement, votre profil qui vous a amené à faire une perception d'action dans ce que l'autre a fait l'autre a mis comme action, parce que c'est une action qui a amené une réaction pour qu'on constate qu'il y a conflit, n'est-ce pas? Et la manière d'expliquer le fait dépend de votre histoire. Le fait que vous avez expliqué, par exemple, en y mettant de caractère toxique à votre bien-être, pour l'autre qui a posé l'acte, n'est pas dans ce champ. Mais vous l'avez interprété comme ça à cause de vos blessures, de votre histoire, donc de ce que vous étiez et vous êtes venu comme ça. Je prends l'exemple de ce monsieur-là qui est allé dans une famille et les deux s'aiment bien, mais il s'est fait qu'on a interpellé ce garçon pour lui dire, attention, et dans cette famille, tu vois, tu commences pas à venir ici, il y a la voiture, il y a des motos, la fille que tu viens cotiser aussi a une moto, mais ça fait 1 an, 2 ans, toi tu viens toujours à pied, ça ne te dérange pas? Et lorsqu'on lui a posé cette question, il s'est trouvé humilié. Mais lui, dans l'humiliation, il a pris des dispositions, il a pris par exemple un certain nombre de dispositions qui ne sont pas quand même trop bien. Mais de l'autre côté, la maman qui pose cette question à son futur gendre, pour elle ne dit rien de mauvais. Pour elle est en train d'amener son futur gendre à s'élever vers le niveau de la famille où il voudrait avoir son époux. Donc, c'est la compréhension que vous avez de ce que l'autre est en train de faire dépend de votre histoire, de vos blessures. C'est ce que je veux dire en donnant cet exemple. Alors, je reviens toujours là-dessus. Quand, par exemple, vous choisissez une personne, vous décidez de vous mettre avec une personne et que votre famille n'est pas vraiment d'accord que vous mettez avec cette personne, vous insistez, vous mettez avec la personne. Et puis, peut-être entre vous deux, ça marche bien. La relation se passe bien et puis vous êtes épanoui dans votre vie. Ça, c'est le premier cas. L'autre cas, par exemple, ça ne se passe pas forcément comme vous l'auriez voulu. Et là, dans ces cas-là, vous êtes obligé de revenir vers la famille et d'accepter que bon, ils avaient vraiment raison. C'est parfois difficile de reconnaître que on avait fait le mauvais choix et que on n'a pas su écouter la famille. Maintenant, dans le cas où vous avez peut-être peur d'écouter la famille et de passer à côté peut-être d'une personne avec qui vous êtes peut-être vous auriez pu construire un foyer, une belle histoire. Je comprends. Si je comprends bien votre cas, c'est que les deux se sont mis ensemble contre la volonté des parents ou bien d'une partie de la belle famille. Déjà, il faut souligner que ce n'est pas toujours conseillé. Lorsque les parents ne sont pas d'accord pour une relation, j'ai l'habitude de dire que l'amour n'est pas une émotion, c'est un sentiment en fait. C'est un ensemble d'émotions qu'on protège et qu'on peut nourrir. Ça peut grandir, tout comme on peut laisser et ça va mourir. Vous pouvez aimer quelqu'un
Et parce que la personne ne vous aime pas, par exemple, vous êtes obligé de laisser ce sentiment passer. Vous pouvez aimer quelqu'un parce que vos parents ne sont pas d'accord et que vous n'avez pas pu convaincre vos parents pour pouvoir aller avec la personne. Vous allez laisser encore ce sentiment-là et ça va passer. Il est très important de comprendre que le couple doit obligatoirement avoir la bénédiction des parents de part et d'autre pour mieux vivre dans la complémentarité et dans l'harmonie. Maintenant, voilà que le couple s'est installé avec déjà des réticences de part et d'autre. Donc, il y a des parents qui n'ont pas béni ce couple. Mais ils n'ont pas pu rétablir l'équilibre, la complémentarité et la confiance. Du moins, au départ, ça s'est bien passé. Et avec le temps, il y a eu un problème. Et lorsque le problème est venu, naturellement, ils doivent ensemble aller vers les parents pour rétablir la relation. Parce que l'homme est un animal social, nous avons l'habitude de le dire, et sans tes parents, tu es dessouché de tes racines, et mieux, tes enfants n'auront pas ce qu'on appelle le sentiment d'appartenance établi. Donc, si les deux se comprennent et vont vers les parents, ça va se rétablir. Et ça là, ça se fait à deux. Lorsque ça ne va pas bien entre les deux et les partenaires, il y a un partenaire qui se cramponne sur sa famille et l'autre se retrouve seul. Alors, il se dit, c'est parce que sa famille n'est pas d'accord que je ne peux pas aller avec, ou bien sa famille n'est pas d'accord que nous ne pouvons pas y aller. Si les deux s'aiment, comme vous l'avez dit, les deux doivent se retrouver, chercher à avoir un spécialiste pour les outiller, parce que si un parent n'est pas d'accord, le spécialiste qui va les recevoir cherchera à savoir le pourquoi le parent n'est pas d'accord. Cherchera à savoir comment faire pour convaincre ce parent, pour que ce parent puisse accepter maintenant la relation. Il y a des parents, ils ne vont jamais accepter, ou ils ne vont pas accepter, ou ils ne peuvent pas accepter, parce qu'entre-temps, ils ont cherché à consulter et ils ont constaté que leur fille ou leur garçon, avec ce garçon ou cette fille, ne peut pas donner un bon couple, donc pas une bonne famille, pour qu'eux puissent être un bon grand-parent. Donc sur ça, ils disent « je ne veux pas ». Point. Il n'y a pas d'autres considérations à faire autour. Si le spécialiste comprend que c'est ce cas, il essaie de les outiller, pour qu'ils puissent aborder ce parent-là, pour rentrer dans la logique spirituelle que le parent a pris pour pouvoir dire non. Et si le parent comprend, il les accompagne, parce que, in fine, tout parent veut le bonheur de ses enfants. Encore que c'est un couple, le parent qui a vu son enfant rentrer dans un couple veut son bonheur. Et donc, si c'est un parent qui est allé consulter pour voir quelque chose en perspective, attention, il faut respecter ça et laisser l'amour là passer tranquillement. Parce que j'ai eu beaucoup d'exemples où ils ont forcé pour continuer, mais il y a eu peut-être de l'argent, mais pas la paix. Il y a eu peut-être la paix, mais pas l'argent pour consolider la paix. Et le problème est là, on continue tous les jours jusqu'aux difficultés finales. Ça, c'est le cas où le parent a des réalités spirituelles pour dire « je ne veux pas » et ce ne sont pas juste des comportements qui ont amené à dire « je ne veux pas ». Mais lorsque c'est juste des comportements, lorsque le spécialiste va comprendre, il vous donnera les outils nécessaires pour pouvoir régler ça. Maintenant, l'autre cas, c'est lorsque le parent dit non, mais vous deux, vous dites nous allons le faire et vous allez le faire. Et ça, on voit toujours ça jusqu'aujourd'hui. Ça crée la scission et le sentiment d'appartenance après, même si vous voulez repartir, vous avez des difficultés à le faire. Mais dans ce cas encore, il faut chercher un spécialiste pour vous aider, parce que nous avons des gens qui ont étudié le mariage, la famille, la médiation familiale et autres, et ils sont à même d'aider
à sortir de ces genres de difficultés. Et si peut-être et les parents ne veulent pas à cause d'une histoire de religion ou de religion par exemple? Oui, religion ou région, tout ça, il faut savoir d'abord les arguments que le parent pose par rapport à l'union de ces deux partenaires-là qui veulent rester ensemble. Et c'est à partir de ce que le parent a dit qu'on va pouvoir aider le parent à comprendre. Si c'est la religion, par exemple, il va falloir expliquer aux parents que la religion peut empêcher. Mais si ça se comprend, ça ne doit pas empêcher que les gens restent ensemble. Et c'est par rapport à la compréhension du parent qui n'a pas voulu accepter que vous devez rentrer dedans. Dans un cas comme dans l'autre, il faut tout faire pour convaincre les parents. Si les parents ne sont pas d'accord pour bénir, il faut éviter de rentrer dans une relation. D'accord. Alors, mes deux prochaines questions se rejoignent un peu. La première, doit-on parler de sa famille devant son ou sa partenaire? Vos histoires de famille, ça ne veut pas forcément dire que votre partenaire a un problème avec votre famille ou rien du tout, mais vos histoires de famille, vos malentendus entre votre frère, votre sœur et vous, ou encore entre vos deux frères et vos deux sœurs, ça n'a peut-être rien à voir avec vous-même, ou encore le comportement de votre tante ou de vos oncles. Est-ce qu'il faut partager tout ça avec son ou sa partenaire? Si la définition est bien comprise, et nous sommes d'accord que le couple est composé de deux affectivités, donc de deux personnes qui ont d'histoires différentes, donc de deux personnes qui ont des attachements, et qu'il faille comprendre dans le couple pour que la complémentarité soit de mise, il est nécessaire que le partenaire partage avec l'autre son histoire, ses attachements. Et donc, si dans son histoire, il y a des points de sa famille, des relations de sa famille, qui devraient faciliter la compréhension et la vie facile du couple, il est nécessaire que l'autre puisse le savoir. Cependant, ça ne se dit pas en un jour. On ne peut pas se retrouver aujourd'hui et puis je vais commencer par débattre sur ma famille, sur ma relation avec mon frère, mes soeurs. Non. C'est avec le temps, au fil des jours, quand la confiance sera rétablie et on constatera que nous sommes sur le chemin de faire de 2 à 1, c'est-à-dire nous sommes sur le chemin d'aller vers la conjugaison et l'addition pour donner une personne, alors il faut qu'on se connaisse, il faut qu'on se comprenne. Et on ne peut pas comprendre l'autre sans aller dans son histoire. Lorsque vous êtes, par exemple, quelqu'un qui a eu d'attachement insécure, autrement dit, de votre enfance avec votre tante X, vous ne vous entendez pas bien, et c'est ça qui a fait qu'après le décès de votre père, par exemple, la tante là a été celle qui vous a donné toute la misère du monde. Et vous rencontrez un homme. Et l'homme, vous ne partagez pas ça avec votre partenaire nouveau. Lorsque l'homme va vouloir rentrer en interaction avec votre famille, il risque de réveiller en vous les blessures que cette tante vous avait infligées. Alors que si c'était partagé, l'homme peut rentrer en interaction avec cette tante-là sans forcément réveiller la blessure qu'elle vous avait infligée. Voilà pourquoi il est bon de partager. Maintenant, si la confiance n'est pas bien rétablie, si vous n'êtes pas en confiance les uns avec les autres, ça veut dire que vous avez déjà fait un temps ensemble, vous vous êtes déjà visité, vous êtes allé dans sa maison, vous avez vu comment on vous a accueilli, il est venu chez vous, il sait comment on l'a accueilli, et après, la complémentarité déjà commence par être une réalité entre vous, vous devez commencer par parler de vous, de votre histoire, lui également. Mais si vous parlez de votre histoire, lui ne parle jamais de son histoire, il faut faire encore attention. Parce que en matière de couple, c'est de part et d'autre que ça se fait. Vous parlez de votre histoire, c'est pour que lui puisse vous connaître mieux.
il doit parler de son histoire pour que vous puissiez mieux le connaître. Et si le chemin se fait comme ça, c'est facile. Il faut connaître les familles de part et d'autre parce qu'après tout le mariage, c'est les familles qui se marient et les enfants profitent mieux de ce mariage. Surtout en Afrique, le mariage se fait entre deux familles. Et dans le cas où peut-être vous voulez partager tout avec votre partenaire, vous vous retrouvez sous la couette ou tout seul dans votre chambre, vous décidez peut-être de lui dire quelque chose qui concerne votre famille, une chose que votre partenaire n'est peut-être pas censé aller divulguer. Et après, parce que par exemple, vous évoquez une situation qui concerne votre sœur. Et après, parce que votre partenaire a un problème avec votre sœur, elle s'énerve et puis elle balance ça devant tout le monde. Ça peut choquer, ça peut créer justement des problèmes entre votre sœur et vous, parce qu'elle va estimer que ça la concerne et vous êtes allé exposer peut-être sa vie devant votre partenaire. Oui, ça vient très souvent. C'est d'ailleurs ça qui crée souvent les conflits. Et je peux vous dire que le partenaire qui a balancé, c'est ce partenaire qui n'a pas bien joué le jeu du couple. Mais parce que ce partenaire a balancé, ça heurte la sensibilité de l'autre. Et ça crée le conflit. Et souvent, quand on voit le médiateur essaie de régler ça. Mais le partenaire qui a balancé doit comprendre que dans le couple, la confiance suppose la compréhension et la discrétion. C'est très important. Et tout partenaire qui ne comprend pas ça crée toujours des situations conflictuelles dans un couple. Dans le sens inverse, on dit souvent que quand on est en couple, il faut pouvoir gérer ses problèmes à l'interne. Il ne faut pas l'exposer devant les autres. Mais on sait aussi que dans notre culture, parfois, quand vous êtes en couple et que vous avez un problème, on va peut-être voir la belle-mère pour lui dire, voilà ce que ton fils m'a fait. Ou encore, on va voir la belle-sœur ou le beau-frère pour lui dire, voilà ce que ton frère ou ta sœur a fait. Est-ce que c'est conseillé aujourd'hui encore de continuer à exposer vos malentendus, ou vos problèmes, les partager devant votre belle-mère ou la famille, votre belle-famille, en se disant peut-être que la belle famille sera votre avocat pour vous défendre ou gérer la situation avec vous? Ou est-ce que c'est tout simplement mieux de gérer ça à deux? Vous savez, lorsque la famille pouvait gérer les difficultés du couple, c'est lorsque la famille était là. C'est lorsque la famille sait comment le couple a été constitué. Et ça, c'est notre histoire, n'est-ce pas? Ça, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. On sait que quand le couple s'est constitué en se présentant à la famille, et la famille bénit, et la famille prend la dot, par exemple, et tout. Si vous avez un problème, la famille peut venir encore pour vous aider à vous en sortir. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut éviter au maximum d'aller vers la belle famille pour poser ses problèmes. Parce que lorsque vous allez là-bas, la belle famille ne sait pas comment vous avez commencé. Aujourd'hui, souvent, on commence seul. On tisse les relations. On a peut-être informé le partenaire de tout ce qui se passe dans sa famille. Et finalement, on a décidé et on va voir les parents maintenant. Et on dit, voilà mon copain, voilà ma copine. Et les parents acceptent, vous avez fondé votre couple. Et après, vous allez à la mairie. Le maire ne connaît pas trop votre histoire. Le maire aussi donne l'accréditation. Vous avez votre livret de famille. Dans votre église, on vous accepte. Parce que vous avez l'habitude de prier là, on bénit votre couple, donc vous avez un mariage complet. Lorsque vous avez des difficultés après, la voie normale, c'est d'abord les parents. Je dis la voie normale, indiquée, puisque les parents étaient là. Les parents, la mairie et l'État, si ça doit aller au tribunal, parce que vous avez régulièrement fait votre mariage. L'église, les responsables de là où vous priez, ok, ou bien votre couvent, là où vous rencontrez votre Dieu. Mais en réalité, ces différentes personnes dont je viens de parler aujourd'hui ne sont pas suffisamment outillées pour conduire un couple dans l'harmonie et la complémentarité.
ils sont peut-être outillés pour conduire le couple vers la concession et peut-être vers la soumission selon les règles de la vie du couple que nous avons traditionnellement. Mais ce qu'il faut faire, c'est toujours de chercher à discuter entre vous. La forme du départ reste la forme d'arrivée. Au départ, c'est en discutant que vous avez choisi de rester ensemble, c'est en discutant, en vous acceptant que vous avez pu décider maintenant pour aller voir les parents et la mairie, ainsi de suite. Donc vous devez discuter quand il y a conflit. Mais malheureusement, quand il y a conflit, il y a une partie qui refuse de s'asseoir pour discuter. Et quand l'autre partie refuse de s'asseoir pour discuter, il faut chercher un médiateur. C'est là où on cherche un médiateur. Le médiateur peut être dans une famille, d'accord. Mais le médiateur ne comprenant pas tout, la seule chose que ce médiateur devrait normalement faire, c'est de vous aider à vous asseoir pour parler. Donc si vous ne trouvez pas quelqu'un de la famille pour vous aider à vous asseoir pour parler, vous trouvez un spécialiste qui n'a rien à voir avec vous. Le spécialiste, c'est quelqu'un qui ne connaît pas les deux partenaires, ni l'un ni l'autre, mais qui va utiliser juste les outils classiques, les outils modernes de la complémentarité dans le couple, du couple pour pouvoir vous conduire vers l'harmonie. Donc, lui, il ne doit pas prendre parti. Lui, il ne connaît même pas l'histoire de la famille de l'homme, ni l'histoire de la famille du côté de la femme. Donc, c'est ce que vous allez lui apporter. Lors de l'entretien qu'il va prendre maintenant, il va vous aider progressivement à régler le conflit. D'abord entre vous, puis ensuite avec vos parents respectifs, pour que la vie de couple, la vie de famille puisse reprendre. Donc, celui qui ne va pas prendre parti, celui qui ne va pas vous regarder comme quelqu'un qui a déjà réussi, et on va commencer par dire parce que lui il a réussi, mon enfant n'a pas réussi, je vais plomber son mariage. Celui qui ne va pas chercher à dire bon, parce que il est déjà devenu chef dans le groupe de prière là, et puis il y a telle femme qui regarde, il y a tel garçon qui regarde déjà. Donc celui qui ne peut pas prendre parti du tout, c'est le spécialiste du mariage de la famille, celui qui a appris à parler du mariage et de la famille, celui qui a appris à faire de la médiation familiale, qui pourra vous aider, en fait, à vous en sortir sans prendre parti. D'accord. Alors, dans le cas où l'un des partenaires manque de respect peut-être à la famille de l'autre, ou c'est un membre de la famille qui manque de respect au partenaire, voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est aussi des situations qu'on a du mal à gérer, vous savez. Absolument, ça vient très souvent. C'est des comportements, ça. Et manquer de respect, c'est ou en parlant, ou en ayant des comportements que l'autre n'a pas acceptés. Et j'ai dit tout à l'heure que l'interprétation que nous avons faite de tel ou tel comportement dépend de notre histoire, dépend de nos blessures. Et si le partenaire sait que le comportement que sa famille vient d'avoir en face de son épouse ou de son époux peut blesser parce que, entre-temps, il a déjà l'information sur son partenaire, oui. Il a déjà l'information. Il sait que quand on va faire ça comme ça, il le comprendra. Et ça pourrait donner quand même, ça pouvait heurter ses sensibilités. Parce que c'est les deux affectivités qui se sont retrouvées pour faire le couple. Et voilà, de tels comportements peuvent blesser mon partenaire. Donc si tu comprends ça, tu vas te mettre tout de suite en médiateur. Et tu feras la médiation entre toi, ton époux ou ton épouse, avec ta famille. Parce que c'est toi seul qui connais les sensibilités de ton partenaire. C'est toi qui es allé l'amener dans la famille. Et tu sais ce qui peut heurter ses sensibilités. Donc c'est toi qui peux rester au milieu pour pouvoir aider les deux. Dans le cas où tu prends parti, alors tu ne peux pas arriver à le faire. Et c'est parce que souvent, les partenaires prennent parti que ça n'arrive pas à se régler et ça va jusqu'à la séparation. Monsieur Ouessou, votre mot de la fin. Pour finir, je vais dire simplement qu'il faut se connaître. Et quand vous voulez avoir un couple en paix, il faut chercher à savoir quelles sont les blessures de l'autre, quels sont ses attachements. Et avec ces informations, vous allez savoir les sensibilités éventuelles que ce partenaire ou bien cette personne, dame que vous voulez prendre en mariage demain
pourrait avoir en face de votre famille ou bien en face de vos parents. Et lorsque ça va venir, vous ne devez pas prendre parti. Vous devez rester au milieu pour permettre aux deux de se comprendre. Dans le cas où vous n'allez pas pouvoir, il faut trouver un spécialiste, donc quelqu'un qui peut vous aider, qui n'est pas de votre famille, qui ne vous connaissait pas. Et là, la personne saura vous aider sans prendre parti. Voilà. Merci à vous, Monsieur Issou. Comment gérer les mésententes entre votre partenaire et votre famille? C'est la thématique que nous avons abordée ce soir. Tout n'a pas été dit, mais l'essentiel a été dit.